Il était une fois, vous avez l'habitude, vous connaissez, il était une fois dans un lointain pays, en des pays inconnus, etc., etc. C'est comme ça que commence la magie du conte. C'est comme ça aussi que commencent les rêves. Dès lors que ces premières paroles adviennent. Je vous ai vu réagir, il était une fois, tout de suite, on tend l'oreille. Alors, il était une fois, kan Yamakan, es war einmal, des germanistes, des noms, en allemand, once upon a time, en anglais, on connaît tout ça. Ce sont des mots qui ouvrent la porte au voyage onirique, au rêve, et qui nous amènent au-delà du temps et de l'espace. D'ailleurs, les Russes, les contes russes nous disent « On se retrouve aussitôt par-delà 3 fois 9 pays dans le 3 fois 10e royaume, c'est-à-dire bien loin, hein, en un mot, dans l'autre monde. » Donc le conte a vraiment un pouvoir fantastique. Les récits, les contes, n'ont généralement pas d'auteur. Ils ne sont pas signés. Ils n'appartiennent à personne en particulier et ils viennent par-delà un espace inconnu nourrir notre imaginaire et nos fantasmes. On peut relever de nombreuses définitions du conte. C'est important peut-être de le savoir avant de continuer d'aller plus loin. Ça peut être un récit d'aventure imaginaire destiné à distraire, à instruire en amusant. En 1984, Simonsen nous dit « C'est un récit en prose, un récit d'événements fictifs et donné pour tel, fait dans un but de divertissement. » Simonsen relève le mot conte, C-O-N-T-E, qui est un mot attesté depuis 1080, qui est dérivé de compter, du latin computare, et computare, C-O-M-P-U-T-A-R-E, c'est-à-dire énumérer les épisodes d'un récit, d'où le mot raconter. Alors vous avez entendu, compter, C-O-M-P-T-E-R, ou compter, c'est la même chose. Car dans un conte, il est question de compter les motifs. On compte les séquences, on compte les personnages, les épreuves. Vous savez, il y a souvent 3 épreuves. Il y a souvent le gentil, le méchant. Voilà, on retrouve beaucoup la même chose. En fait, il s'agit d'énumérer. Et il est aussi intéressant de noter que ce parallèle entre ces deux mots se retrouve dans de nombreuses langues. En anglais, en allemand, en hébreu et même en chinois. Et on le retrouve, ce mot, dans le mot comptine pour les enfants. Donc la liaison entre compter et compter est vraiment là opérée par cette phrase. Donc là, on a fait un tout petit tour autour de l'histoire du conte. Et maintenant, on va passer... j'ai aujourd'hui autour de moi le plaisir d'avoir 2 conteuses, 2 écrivaines de contes. Elles vont se définir. Alors nous avons déjà en premier, à ma droite, Charlotte. J'ai fait par ordre alphabétique. On va faire ma chaise. Alors Charlotte, elle est auteure, rédactrice, interprète. Amoureuse des mots, amoureuse des ailleurs et des savoirs ancestraux. Elle s'est spécialisée dans la transcription du monde et l'échange des savoirs entre les différents continents et leur culture. Après avoir terminé son master de communication publique et politique à Sciences Po Bordeaux, elle est partie à la découverte du monde. Elle aura l'occasion de nous en parler un peu plus. En tout cas, je l'espère. Donc, elle a écrit des contes sur le Tibet, des contes sur les Andes, en collaboration avec... Alors, sur le Tibet, c'est en collaboration avec le gouvernement tibétain en exil. Et ces contes sont également illustrés par ton compagnon Charlie. Voilà. Myriam, après des études de psychologie, donc Myriam s'est consacrée aux enfants en difficulté au sein de l'éducation nationale. Alors Myriam, tu as écrit des romans qui n'ont pas été tout de suite publiés, et en parallèle tu écrivais des ouvrages et des articles professionnels. Et puis ensuite, les romans ont été écrits, tu as gagné le prix Première Chance à l'écriture qui t'a ouvert la porte vers les éditions Élan Sud.
Et tu écris aussi, bien évidemment, des contes pour enfants et plutôt de grands enfants. Alors, un de tes romans, Au bout du conte, t'a mené peut-être sur cette voie-là du conte où on t'a demandé après d'aller plus loin vers ce conte. Mais maintenant, je vais revenir vers Charlotte et j'aimerais que tu nous parles de cette voie qui t'a conduite au conte et à l'écriture du conte. Comment ça s'est passé? Eh bien, moi j'ai déjà toujours aimé écouter les histoires. Depuis que je suis enfant, j'ai la chance d'être dans une famille où on raconte des histoires. On les raconte le soir avant d'aller se coucher, mais aussi à table. Et quand j'étais enceinte de ma fille, ici présente, on s'est demandé avec mon chéri qu'est-ce qu'on allait lui raconter. Et c'est vraiment ça en fait qui a initié, parce que quand j'ai récupéré mes livres d'enfants, j'avais le choix entre Perrault, Rouge, Cendrillon ou Petit ours brun et Pas de patrouille, et je ne me retrouvais pas dans cette... j'avais pas envie de transmettre ça à mon enfant. Et c'est là où on s'est dit, mais tiens, il y avait ce projet avec le gouvernement tibétain où Charlie avait illustré tous ces contes-là, viens, on les récupère et puis on va les traduire pour notre fille. Et en fait, dans ce travail de traduction, on s'est dit, mais c'est super ce qu'on est en train de faire, viens, on le fait pour tous les enfants. Et c'est comme ça qu'on a fait donc, le premier livre de contes sur Tibet. Et après, on en a fait un peu notre leitmotiv, puisque maintenant on part voyager dans les pays, on écoute les contes de manière orale auprès des sages, des mamies, des chefs de village, des prêtres, des chamans, et on ramène les contes pour les écrire en français. Et l'idée, c'est vraiment pour chaque conte, pour moi, il y a le plaisir de l'histoire, il y a le développement spirituel, et puis il y a un peu de pédagogie sur le pays, parce qu'on ne mange pas pareil, on ne s'habille pas pareil, on n'a pas le même rapport au bien, au mal, en Occident que par exemple à Bali. Et je trouve que ce qui est fascinant avec le conte, c'est qu'il y a plein de lectures. Quand moi je lis des histoires à ma fille, j'ai envie de m'amuser moi aussi. Et à travers le conte, on trouve chacune ce qu'on a besoin d'y trouver, quel que soit l'âge. Et ça, je trouve ça fascinant qu'un même récit puisse rassembler tous les âges autour de valeurs et chacun y entend ce qu'il a besoin. Et du coup, voilà, ça m'a tellement fascinée qu'on a envie de le faire et d'aller chercher de plus en plus de contes traditionnels pour recouper aussi. Parce qu'au final, ils ont un peu tous les mêmes messages et enrobés de manière différente, avec des acculturations différentes. Mais l'essence du message sur la bienveillance est quand même très présent dans tous ces contes et je trouve ça important de faire grandir les enfants et nos enfants intérieurs avec ça. Et Myriam, alors toi, tu peux nous raconter comment tu es arrivée vers le conte et vers l'écriture du conte? Et alors moi, au départ, c'était pas prévu. Quand j'avais écrit un roman qui s'appelait Au bout du conte, voilà, c'est ça, Au bout du conte, et que je vous conseille d'ailleurs fortement, c'est mon préféré. Et donc Au bout du conte, c'était l'histoire d'un artiste peintre qui rencontre une conteuse, entre autres. Et pour moi, j'avais besoin que ces deux personnages, justement, se fréquentent un petit moment. Et donc j'avais imaginé que la conteuse commençait l'écriture d'un conte et elle demandait au peintre de l'illustrer l'histoire. Voilà, c'est un procédé littéraire pour servir mon intrigue. Mais je n'avais pas du tout l'intention d'écrire les contes. Et puis en fait, c'est les gens qui lisent le roman me disent mais ce conte, mais on a envie de savoir la suite. Mais c'est trop dommage de le laisser en blanc comme ça. C'était juste une ébauche. Donc je me suis dit, alors, pourquoi pas. Bon, déjà j'avais le plaisir à rédiger le début, et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et je me suis vraiment régalée d'écrire. C'est vrai que moi aussi, comme toi, j'ai des souvenirs d'enfance très forts avec ma grand-mère qui était d'origine portugaise, et qui, ma grand-mère, adorait lire, elle adorait les contes, et c'est vrai qu'elle m'a nourrie avec les contes petite pendant toute mon enfance. Et c'est vrai que quand je lui disais toujours elle dit encore une histoire, elle me disait là j'en sais plus, mais je disais elle invente, et elle m'inventait des contes. Donc c'est d'ailleurs peut-être à l'origine de mon envie d'écrire. Donc c'est sûr que c'est différent l'oral et l'écrit. C'est vrai que mais quand on écrit justement, on essaye justement par l'écriture de retrouver une musicalité de la langue, par des assonances dans la phrase pour que ça coule et pour que ça... Alors même si c'est différent de l'oral, pour que ce soit agréable à écouter aussi.
Voilà, et donc le premier est né comme ça, au pays d'Alice, le premier conte, et c'est pareil, c'est sous la pression des lecteurs, donc des lectrices, des lecteurs, donc des petits, à partir de... pas pour les tout petits, parce qu'il y a quand même du vocabulaire, donc moi je dis à partir de 8-9 ans, mais pour les adolescents aussi, et les adultes évidemment, hein, comme tu disais exactement, les adultes. J'aime bien que les adultes le lisent avec les enfants, ou partagent quelque chose avec, parce que voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture, bien entendu, et pour que ce soit un plaisir pour les deux, c'est tout à fait ce que tu disais. Voilà, donc, et donc là par contre, c'est quand je fais des interventions dans la classe, avec les contes, où les enseignants travaillent aussi sur l'histoire, ben ça c'est les enfants qui me disent mais nous on voudrait savoir la suite. Alors, pour moi c'était fini, là. J'avais ouvert, je m'étais dit c'est aux enfants après d'imaginer la suite, parce que c'est sur le thème de dans quel monde on a envie de vivre un petit peu. Et c'est vrai que c'était un petit peu pour donner aux enfants envie de grandir et de trouver un monde un petit peu meilleur que celui où on est là, au niveau du moins de la société. Et c'est à partir d'un jeu de cartes. Et donc, les enfants me disaient, mais on voudrait une suite. Et à force, sous la pression, j'ai fini par y réfléchir et donc écrire la deuxième partie qui s'appelle « Le nouveau bonheur d'Alice ». Voilà. Vous avez sûrement entendu parler des frères Grimm, hein, qui ont fait la collecte de contes au XIXe siècle, qui ont recueilli les contes oraux dans les contes de campagne. D'autres chercheurs, en même temps, sont allés en cueillir d'ici et là. Finalement, c'est un peu universel, tous ces contes-là sont universels, d'un continent à l'autre. Et ils ont tous, ce qui est très, très étrange, des ressemblances. On peut retrouver Cendrillon, par exemple, il y a plus de 500 versions. Et il y a Cendrillon chinoise, il y a Cendrillon du Maghreb, vraiment beaucoup de versions. Et on y reconnaît parfois les mêmes petits détails, alors qu'il paraît qu'on ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs, hein, comment ça se passe qu'il y ait tous ces petits détails qui se retrouvent aussi bien à l'est qu'à l'ouest, enfin c'est assez fascinant. Et donc il y a eu une classification de contes. Et cette classification, elle a pris en compte, donc il y a quelques années de ça quand même, 4 grandes catégories que sont les contes d'animaux, les contes ordinaires, les contes facétieux et les contes à formule. Et là on a bien entendu que toutes les deux vous écriviez des contes, mais pas tout à fait les mêmes. Dans quelle catégorie vous placeriez, Charlotte, d'abord? Tu peux répéter les 4? Alors, pas forcément, tu vas en inventer une catégorie, t'es pas obligée, parce que ça c'est... Mais en fait, contes d'animaux, contes ordinaires, contes facétieux et contes à formule, mais... Moi je dirais que alors moi j'écris pas des contes, hein, contrairement à toi. Moi je recueille des contes que je traduis en français. Je dirais, on en parlait avant, mais le côté peut-être ordinaire, parce qu'en fait c'est des scènes de la vie complètement quotidienne qui parlent aux enfants et aux adultes de là-bas. Et pour moi, les contes que je recueille, parce que c'est ceux-là que je veux chercher et diffuser, c'est des contes initiatiques. Et des contes de transmission orale aussi? Alors ça sort de la transmission orale, ouais, pour Ande et Mali surtout. Et du coup, il y a toujours cette notion d'initiation. Alors que le personnage ce soit un petit garçon, un vieux papy, un géant, un dieu ou un animal, il va toujours être dans un état A au début, il va vivre des aventures qui vont le faire transformer dans un état B à la fin. Et moi, c'est ça qui me fascine dans le conte. Donc, ça, c'est vraiment l'initiation. Donc je crois que les contes que je recueille ont ce dénominateur commun de nous montrer avoir l'initiation d'un personnage, et à travers ce personnage, ça ne nous laisse pas indemne et nous aussi on chemine. Je crois que c'est ça que je vais chercher. Et toi, comment tu as cheminé justement? Alors moi c'est vrai que c'est à la fois, il appartient à plusieurs registres. On peut dire qu'il appartient à la fois au conte
merveilleux avec l'histoire parce qu'il y a de la magie. Il y a dans les contes merveilleux, il y a de la magie, des animaux qui parlent, voilà, des épisodes comme ça. Donc dans celui-ci, il y a la cartomancienne, c'est le principal, le premier personnage principal, parce qu'en fait il y en a deux, mais la cartomancienne qui elle est une magicienne, puisqu'elle va prendre son jeu de cartes, elle va le jeter dans sa boule de cristal, et avec une formule magique, elle va leur donner vie, et elle va les séparer dans 4 mondes différents, et elle va observer dans sa boule comment ils se débrouillent pour s'organiser, comment ils organisent leur société différente chacun. Comment tu as eu l'idée justement de ce jeu de cartes et cette magicienne, cette boule? Alors, comment j'ai eu l'idée? Et le fait de travailler justement avec le jeu de cartes et avec... En fait, toi, ce que tu as écrit, c'est un conte philosophique. Oui, voilà, c'est ça. Ça relève à la fois du conte philosophique parce que ça permet à la fois de rêver et à la fois de réfléchir, de faire réfléchir un petit peu les enfants. Voilà, je disais, dans quel monde on a envie de vivre, qu'est-ce qui est important. C'est pour leur donner à la fois des repères et à la fois de l'espoir aussi, parce que c'est vrai que je trouve que le monde dans lequel on vit n'est pas très porteur en ce moment. Pour la jeunesse, je dis, les enfants, les adolescents ont un peu un avenir un peu bouché. Et je me disais qu'il ne fallait pas baisser les bras, quand même c'est eux les citoyens de demain, c'est eux, il faut quand même leur redonner un peu d'espoir et leur dire qu'ils ont une part à jouer. Donc voilà pourquoi j'ai pensé à... Et donc évidemment pour prendre du recul avec pouvoir regarder notre société avec des lunettes un peu amusantes, un peu qui permettent de réfléchir et puis d'embellir aussi, de rêver. Voilà, j'ai pensé au jeu de cartes. Bon, il faut dire que aussi, peut-être, quand j'étais ado, on s'amusait avec les copines à se tirer les cartes, mais on n'y connaissait rien. On n'y connaissait rien du tout. Et donc on a inventé, quand on disait voilà, et on inventait des significations, et on s'inventait, et on avait des parties de rire avec ça, c'était très drôle. Donc ça m'est revenu au moment où j'avais envie de faire un conte. Et voilà, j'ai trouvé que voilà, c'était parce que le fait que ce soit 2 couleurs différentes et chaque fois avec des symboles différents, ça permettait de faire 4 mondes vraiment qui ont des caractéristiques différentes et des logiques différentes. Et ça pouvait donner des repères justement sur comment notre monde fonctionne. C'est aussi des images de différentes sociétés et différentes facettes aussi de la nôtre. C'est vrai que dans les contes, il est souvent question de départ, de voyage, comme tu disais, d'épreuve initiatique, une épreuve qui va nous amener à un autre état. Et il faut souvent quitter un lieu pour aller en rejoindre un autre. Le temps n'est pas... Tout à l'heure, je disais, il était une fois dans des temps lointains, on peut renaître. Le temps, finalement, n'a pas cette linéarité. Ça, oui. Il est beaucoup question aussi d'eau, des temps du dos. C'est comme une métaphore de la naissance en fait. Donc le conte vraiment nous dit qu'on peut revenir d'un monde, même si on y est coincé, on peut revenir à un autre. C'est vraiment l'expression d'un fantasme de maîtrise, mais voilà, on réussit à revenir. Ce temps qui s'écoule est un temps vraiment que nous pouvons revisiter à nouveau. C'est un temps qui nous fait grandir, passer d'un état à l'autre, d'un âge à un autre. Et moi j'aimerais, donc tu nous as dit Charlotte qu'effectivement tu aimais ces contes-là, est-ce que tu pourrais nous en conter un? Oui. Parce que ça va nous faire du bien. Alors je vais en compter un, je vais choisir... Prends le prince lumineux. Fais le prince lumineux, c'est ça? Ah oui, c'est bien. C'est par rapport à ce que tu disais aussi, enfin je choisis celui-là, je rebondis juste, je me permets de parenthèse. Quand tu disais qu'il fallait montrer un monde d'espoir aux enfants. En fait, dans la tradition tibétaine / bouddhiste, mais sans rentrer dans la religion, l'idée c'est qu'en fait si tu contrôles tes pensées, peu importe l'extérieur, tu arriveras à cheminer. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, dans les contes que j'ai la chance de récolter, vient apprendre aux enfants à contrôler ce qui se passe à l'intérieur, à se connecter aux éléments de la nature sur Pérou et à m'allier aux ancêtres et
aux démons et aux forces protectrices pour justement naviguer dans ce monde où on n'a pas prise. Et donc le prince lumineux, je t'en donne un moment, je vous comprends pas. C'est l'histoire en fait d'un roi dans un royaume. Il était une fois dans un grand royaume du Tibet, un roi très gentil, très aimé, qui sentait ses forces le quitter et qui devait choisir entre ses 2 fils qui reprendraient le pouvoir dans le royaume. Et en fait, le roi refusait de donner le pouvoir à l'aîné et refusait de le donner au cadet sans raison. Donc un jour, il les convoque et il dit « Mes chers fils, je vais vous donner une mission, un challenge, un défi, et celui qui réussira sera élu roi. » Alors les 2 enfants sont là, d'accord, l'aîné veut vraiment très fort être roi, le plus jeune s'en fiche un peu, mais bon, il respecte son père. Et là, le père ouvre 2 pièces du château, grandes pièces comme ici, et il leur dit, je vous donne une pièce à chacun, vous avez jusqu'à demain matin pour la remplir de ce que vous voulez. Celui dont la pièce sera la plus pleine deviendra le roi. Alors l'aîné, quand il entend ça, il réfléchit vite fait, il court jusqu'au champ et il commence à réquisitionner des ânes, des charrettes, des paysans, et il leur met plein de paille dans les bras et ils font des allers-retours toute la journée entre les champs et la pièce pour entasser la paille. Et toute la journée, et toute la nuit, il fait ses allers-retours. Et le plus jeune prince, lui, il n'avait pas vraiment envie de s'agiter, donc il va dans le temple, on est dans le Tibet, et il allume les lampes à beurre. Alors les lampes à beurre, c'est des petites coupelles dans lesquelles il y a du beurre fondu avec une mèche qui servent à méditer, à éclairer. Et donc il se pose en face de sa lampe à beurre et il médite toute la journée et toute la nuit. Quand le matin arrive, le roi toque à la première porte, celle du fils aîné, qui ouvre la porte super fier en disant « Regarde papa, la pièce est pleine de foin, pleine à craquer ». Et là le roi il ouvre et puis il arrive à tasser un peu la paille, c'est plein d'air avec les pieds. Puis en fait il se fraye un chemin dans la pièce. Donc il dit à son fils, la pièce elle n'est pas vraiment pleine puisque j'arrive à rentrer. L'aîné n'est pas très content, il dit tu vas voir ce qu'a fait le deuxième. Et là il toque à la porte du deuxième fils, le plus jeune, et quand il ouvre la porte, la pièce est vide, et il y a juste son fils assis en tailleur avec cette bougie éteinte. Et là le roi commence à avoir le rouge qui lui monte aux joues, et avant qu'il éclate de colère, son fils lui dit attends. Et là il allume la lampe à beurre. Il dit à son père, regarde, j'ai rempli la pièce de lumière. Et à ce moment-là, le père lui dit, mais tu as non seulement rempli cette pièce de lumière, mais mon cœur de bonheur, dès demain je te ferai roi. Et l'idée derrière ça, c'est l'allégorie du bonheur chez les Tibétains, c'est qu'en fait le bonheur c'est comme une bougie, avec une seule flamme, on peut allumer des milliers de flammes sans jamais éteindre la première. Et c'est comme ça qu'on diffuse le bonheur. Sauf qu'on est tous responsables d'allumer sa première flamme. Parce que si tout le monde attend que quelqu'un d'autre vienne nous allumer, il ne se passe rien. Et c'est ça que je trouve ça magique derrière cette idée du conte, c'est cette réflexion qu'a le plus jeune. Bravo. Ah ouais. Et là, je ne peux pas m'empêcher, et après c'est à toi que tu diras, je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur ton histoire, parce que je ne la connaissais pas, mais c'est marrant, je travaille beaucoup avec le conte avec les enfants, et avec les mères aussi, et j'ai une version qui ressemble étrangement à ce conte-là, et par contre, je vais vous la raconter rapidement, vous allez voir qu'elle ressemble énormément, mais culturellement, il y a des tout petits détails qui vont changer, et là, la chute est très belle, c'est vraiment en lien avec cette culture tibétaine. Et celle que je vais vous conter, vous allez voir, c'est pas tout à fait la même chose. Il était une fois un roi qui était très vieux et qui sentait qu'il allait mourir et il fallait qu'il lègue sa couronne. Mais lui, il avait 3 fils. Tout à l'heure, on parlait du comptage, il y en avait 3. Les 2 aînés, on les disait très intelligents et très instruits, alors que le petit dernier, on l'appelait le simplet. Tout le monde se moquait de lui. Alors, le roi se dit, écoutez, il faut que je trouve une épreuve pour que je choisisse lequel des 3 sera le roi à maman. Alors, il les fait venir, il leur dit, écoutez, donc là, il va leur donner 3 épreuves, je n'en donne qu'une. Il leur dit, écoutez, celui qui me ramènera le plus beau tapis, celui-là sera le roi après maman. Alors, pour que les fils ne se disputent pas, il souffle sur 3 plumes. Et chaque
fils va partir dans la direction de la plume. Alors la première plume, elle part vers l'est, très loin. L'aîné part vers l'est, la deuxième part vers l'ouest, la deuxième part vers l'ouest. Et la troisième plume, elle va tomber là, à 2 pas du château. Et celle-là, c'est pour Simplet, le petit troisième. Alors les 2 aînés, ils partent en ricanant, en disant, de toute façon, nous, on est tranquille. Le Simplet, il ne veut jamais rien trouver, donc c'est bon. Il est là, à 2 pas du château, quoi. Alors le petit Simplet, lui, il s'assoit à côté de sa plume, il est un peu triste quand même, il se dit, ben voilà, jusqu'à ce qu'il voit une petite trappe. Et là, il ouvre la petite trappe, et puis il voit un escalier qui descend tout au fond. C'est l'inconscient. Il y va, et puis il voit à nouveau une petite porte, et il frappe. Et là, il entend mais qui est là? Puis il y a une formule magique, mais qui est là, qui vient me déranger? Puis la porte s'ouvre en grinçant, ça fait très longtemps qu'elle ne s'est pas ouverte. Une grosse grenouille qui apparaît comme ça et qui lui dit qu'est-ce que tu veux? C'est un peu dit voilà, faut que je ramène le plus beau tapis, c'est mon père qui me demande. Moi je sais pas, après tout je suis que le Simplet quoi. Et là la grosse grenouille elle dit non, apporte-moi la grosse boîte. Et là, il y a les petites grenouilles qui arrivent en sautillant et qui apportent une grosse boîte. On ouvre la boîte et elle en sort un tapis le plus beau qu'on ait jamais vu sur terre, orné de fils et de soie précieuses. Alors, Simplet récupère le tapis, s'en va en courant voir le roi. Et pendant ce temps, les 2 aînés, ils étaient allés aussi chercher un tapis. Comme ils pensaient que le Simplet, il n'avait rien trouvé, ils avaient ramassé des chiffons comme ça, voilà. Et c'est comme ça que le roi décida que c'était le Simplet qui... Alors, il y a d'autres épreuves que je ne vous raconte pas, mais voilà. Et c'est marrant parce que culturellement parlant, c'est le même conte, avec la même structure, mais avec le message et il y a des petits détails qui sont très différents et qui montrent que c'est pas inspiré de la même culture, de la même façon de penser le monde. Maintenant, c'est Myriam qui va nous lire un petit extrait de son conte, si tu veux bien. Oui, alors, c'est juste un petit extrait. Voilà. C'est juste pour qu'on aille dans ton univers. Voilà. Alors, donc, je vous présente les 4 royaumes quand même. Donc la cartomancienne regarde et voit que dans le royaume des carreaux, c'est un royaume où tout est logique. C'est le règne de la logique. C'est la rationalité, hyper rationalité. Le royaume des piques, c'est le royaume de la force. Voilà, c'est celui qui veut être le plus fort. Le royaume des trèfles, c'est gouverné par l'or. Il est bâti sur une mine d'or, et donc le principe, c'est l'argent et l'or. Et le royaume des cœurs, ça va être le royaume de l'amour, de la passion. Il n'y a pas forcément la raison. Voilà. Et donc je voulais juste un petit extrait du début. Comment les choses, parce que dans un conte, il y a une situation de départ, et puis il y a un événement qui fait que les choses vont se mettre en route, il y a quelque chose qui va perturber cet équilibre de départ, et qu'il va y avoir des événements qui vont s'enchaîner. Donc là, on en est au royaume des carreaux. Ce que la cartomancienne va voir dans ce qui se passe au royaume des carreaux. Il faut dire qu'au royaume des carreaux, au bout d'un moment, tout tourne en rond, parce que voilà, une fois que la cartomancienne a compris comment ça fonctionnait, ça tourne en rond. Après, chaque royaume fonctionne avec ses lois, et puis voilà. Et donc là, elle va essayer de mettre quelque chose en route pour un grain de sable, pour que les choses justement changent. Là, elle va se concentrer sur la dame de carreau. Assise au fond du jardin, sur un banc à angle droit, la dame de carreau soupirait. Elle était sans doute la seule dans tout le royaume à trouver pesant l'ordre parfait qui y régnait. On n'avait jamais vu la moindre herbe folle au milieu des parterres, aucune pierre posée au hasard, tout était rangé à la place qui lui revenait.
Malgré le respect qu'elle éprouvait pour son mari, qui avait bâti pour elle un palais fort bien agencé, la reine de carreau se sentait incomprise. Elle aspirait à autre chose, sans savoir ce qui lui manquait. Il lui semblait être aux prises avec un désir sans objet. Elle rêvait de lignes sinueuses, de chemins buissonneux, de surprises, de mots insensés. Au fond, elle rêvait d'évasion. Elle se remit à marcher d'un pas lent quand son regard fut attiré par un scintillement. Sur le sol reposait un anneau d'or monté d'un diamant. Il brillait si fort qu'elle le ramassa et, curieuse, le passa à son doigt. Qui avait bien pu laisser cette bague là où elle ne devait pas être? Voilà qui était surprenant. Ayant atteint le mur qui clôturait son monde, elle prit appui sur une des pierres pour contempler l'ensemble du jardin. Or, loin d'être la surface rêche et dure qu'elle connaissait, les blocs de pierre n'offraient plus de résistance. Il lui semblait que sa main s'enfonçait dans une pâte presque liquide. Quel était donc ce prodige? Intriguée plus qu'effrayée, elle tenta alors de passer la tête à travers la muraille. Allait-elle voir à quoi ressemblait le néant? Avant d'avoir le temps de comprendre ce qui lui arrivait, elle se retrouva de l'autre côté, comme si son corps avait traversé un rideau qui lui dévoilait un tout autre tableau. Un rideau ayant l'étrange faculté de la métamorphoser aux couleurs du royaume où elle s'était glissée. Instantanément, sa robe pourpre s'était teintée en noir. Son voile avait pris des reflets de nuit, des perles de jet avaient remplacé ses rubis. La dame de carreau venait découvrir l'étrange pouvoir du petit anneau. Donc là, elle est entrée dans le royaume des piques. Donc tu peux pas nous laisser là? Ah oui? J'ai trop envie de savoir. Je regarde la dire ce qu'il Non, non, mais ça encourage la dire, c'est sûr. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'alors c'est... Et si je peux me permettre, c'est de l'écrit, mais la manière dont c'est écrit avec ces rimes intra-phrases, on se rapproche de l'oralité. Voilà, c'est super agréable à écouter. Merci. Je me permets. Tu as tout à fait raison. Oui. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les contes, les histoires sont férocement thérapeutiques. Et j'aimerais bien savoir finalement pour chacune de vous en quoi les matériaux avec lesquels tu travailles, toi avec ces contes que tu travailles et toi avec ces contes que tu écris, en quoi ils seraient thérapeutiques pour chacune de vous, pour Charlotte? Alors, moi, la première fois où j'ai vraiment travaillé avec le gouvernement tibétain en exil, eux, ils nous expliquaient que pour eux, le conte, ça servait à donner une place sociale, des indications aux enfants, pour savoir dans quoi ils allaient grandir, quelle était leur place, qu'est-ce qui était attendu de eux, comme celui du petit prince, enfin du prince lumineux. Et du coup, moi, ça m'a fait l'inverse. Pour moi, ces contes m'ont permis d'être cette dame de carreau, d'aller chercher plus loin, de passer la tête contre le travers. Et donc, je dirais pour moi, la thérapie, c'est de montrer autre chose, d'autres manières de penser, d'autres manières d'exister, et de voir ce qui fait écho pour qu'on puisse, nous, finalement, se trouver. Et se dire, par exemple, je suis peut-être le mouton noir de ma famille, mais en fait, je suis peut-être celle qui va faire changer les choses, parce que dans certains contes, le simplet, le mouton noir, le petit poussé, au final, c'est lui qui impulse l'énergie qui fait qu'il va y avoir un vrai changement positif pour lui et pour tous les gens autour. Alors qu'il était programmé pour rater. Alors qu'il était vu par la société comme un raté. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé dans ma construction de moi, Charlotte, et que j'espère j'arriverai à passer à celle de ma fille pour dire, quelle que soit la place qu'on te donne, en fait, elle est toujours bonne si tu décides d'en faire quelque chose. Et ça, pour moi, ça, je pense, c'était le cadeau général de tous ces contes ancestraux qu'on a pu raconter. Derrière l'idée, je te donne une place sociale, en fait, ça c'est la place qu'on t'a donnée, mais voilà ce que toi tu peux en faire. Et reprendre sa responsabilité d'être qui on veut être avec ce qu'on a. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, enfin je travaille donc avec des familles, je raconte des histoires, mais c'est vraiment, ça a un usage thérapeutique,
Et je me suis rendu compte, une fois que j'ai fini de raconter l'histoire, j'ai l'habitude de demander à chacune des personnes qui sont présentes quel est le moment préféré dans l'histoire. Et à chaque fois, les moments sont tous très différents. Il y en a qui vont dire ah ben moi c'est cette injustice-là et qui se révoltent, qui prennent parti. Il y en a d'autres qui disent mais non, moi c'est le moment où le méchant il a fait ça. Et on sent bien que le conte va parler à chacun d'entre nous et va aller juste là, un peu comme l'eau qui va se faufiler là où elle a besoin d'aller. Et le conte se faufile en chacun de nous pour aller réparer un petit truc. Et ce qui est aussi fabuleux, c'est de voir que vous avez dû sûrement raconter des contes à des enfants, et les enfants veulent toujours, souvent, le même conte. Tu me racontes ça. Mais non, je te l'ai déjà raconté la semaine dernière. Mais je veux encore celui-là, parce qu'il y a encore quelque chose à travailler avec ce conte-là. L'enfant l'a senti, et il faut qu'on le lui raconte une autre fois. Et au bout d'un moment, elle va dire, bon là, tu peux changer. Et là, on passe au suivant. Myriam, pour toi, pourquoi ce serait thérapeutique le conte? C'est-à-dire que le conte, au départ, ça aide quand même les enfants à mettre des mots sur les tourments de la vie, et ça donne un petit peu des pistes, ça leur donne confiance dans l'avenir et dans le fait de grandir. Il y a à la fois des valeurs qui sont explicitées, des repères à leur donner pour comment vaincre ses peurs, comment vaincre toutes les épreuves qu'il peut y avoir dans la vie. Et donc, bon, dans ce conte-là, le conte philosophique, c'est peut-être moins évident que dans les contes merveilleux, où il y a vraiment de la violence, de la cruauté, même dans les contes merveilleux. Là, il n'y a pas ça, mais il y a quand même ce partage des valeurs et de repères à donner pour oser affronter les différents mondes. Effectivement, la dame de carreau, elle va commencer par se cacher pour voir un petit peu observer comment ça se passe, et puis après il va lui arriver des tas de choses à partir de rencontres où elle va essayer de comprendre à chaque fois comment ça fonctionne, et puis elle compare avec son mode de vie dans son pays. Elle va mesurer ce qu'elle va trouver, ce qui est positif dans chaque système et ce qui est négatif. Et c'est vrai que quand dans les classes, les enseignants travaillent sur ces contes-là, les enfants, comme tu disais, ils repèrent des choses qui leur parlent plus aux uns ou aux autres. Mais c'est vrai que j'étais marquée par une petite qui m'a dit qu'elle aimerait être cette dame de carreau. Elle aimerait parce qu'elle ose dire ce qu'elle pense. Parce que voilà, et on se dit, c'est vrai que parfois les enfants ils n'osent pas, ils subissent des choses, ils gardent pour eux, et ça donne du courage aussi d'avoir des héros comme ça qui peuvent de façon de donner un modèle aussi, une possibilité, une piste possible pour parler, pour dire ce qu'on pense. Voilà. Et c'est vrai que je viens de faire le lien en t'écoutant. Finalement, j'ai raconté l'histoire du simplet là, et j'ai le souvenir d'un petit garçon que j'avais en groupe conte, qui est un petit garçon très intelligent, et ça fait le lien aussi avec ce que tu disais tout à l'heure, l'image qu'on donne à quelqu'un. Et ce petit garçon, on le disait simplet en fait, d'une façon. Et j'ai raconté cette histoire du simplet, et au bout de 2 mois, le gamin n'arrivait pas à apprendre à lire, il était passé par plein de cursus, et à la suite de cette histoire du simplet racontée peut-être sur, je crois que c'était 7 ou 8 fois, une fois par semaine, du jour au lendemain presque, sa mère est venue me voir, elle me dit, ça y est, il sait lire. Il était prêt, hein, mais et pourquoi le simplet? Parce qu'en fait, ce gamin-là, il a entendu plusieurs fois cette histoire du simplet, qu'on disait simplet. Lui, il n'était pas simplet, mais on le disait simplet. Et le gamin, en fait, il s'est pas dit, ah ben tiens, c'est l'histoire qui s'est diffusée et qui a pris toute sa place, qui lui a dit, mais finalement, mais t'es pas simplet, tu peux apprendre à lire. Ça s'est fait bien sûr sans.
Mais c'est vraiment un exemple que j'ai. Même si tu es simplé, Tu peux apprendre. tu peux réussir. Et là, ce simplé, oui, mais on lui disait simplé. Il n'est pas vraiment. Quoi. D'ailleurs, l'histoire, elle dit bien ça. Les autres, ils se moquaient de lui, ils disaient que c'était un simplé. Mais personne n'avait. Enfin, voilà, c'est ça qui est extraordinaire dans le conte. C'est cette fonction qu'il a de diffuser des messages au-delà de la simple parole, en fait. Hein. C'est vraiment très. C'est magique. Voilà. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué que, en fait, nous, dans les contes européens, alors européens, je prends Perrault, peut-être pas Grimm, mais en fait, ça finit toujours bien. Oui, Souvent bien. Enfin, dans les versions qu'on a aujourd'hui, parce que si on regarde la petite sirène d'avant, tout ça, bon voilà. Mais en tout cas, sur ce que moi j'ai lu, ça finit toujours bien. Ouais, il y a quelques exceptions, on est d'accord. Mais quand moi j'ai découvert ces contes-là, où il y a le dieu de la mort qui vient et à la fin il emporte le commerçant. Ouais. Quand il le fait mourir quand même. Ah oui, oui. Donc ça finit mal. Bah, il meurt. Bon, ils n'ont pas la même notion à la mort, mais il y a beaucoup de contes où la légende du colibri, la forêt prend feu à la fin. Et en fait, où ça finit mal. Et ils s'accordent le fait, dans ces traditions-là, que le conte finisse mal. Et c'est OK. Et c'est que ça finisse mal. Et au début, quand on a sélectionné les contes avec Shannon, on se disait, ah non, mais là, ça finit mal, on ne peut pas faire ça. Puis on s'est dit, bah si, en fait, il le raconte. Et je vois les contes qui finissent mal, c'est les préférés de ma fille. Et il y a une espèce d'autorisation de l'échec qui fait que le commerçant, il n'a pas réussi. Et le colibri, même s'ils sont tous mis ensemble, la forêt, elle a quand même brûlé. Et il y a une espèce d'autorisation de dire, c'est pas obligé qu'il vécure heureux et il y beaucoup d'enfants. Il peut y avoir d'autres fins, et c'est la vie continue. Et c'est une lecture différente. Ouais, et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a fascinée, parce qu'au début, c'est rentré en confrontation avec ce que je pensais être un conte. Et ça m'a complètement libérée là-dessus. Du coup, maintenant, j'adore les contes qui finissent mal. C'est la vie. Parce que dans la vie, ça finit. Enfin, c'est rarement un long fleuve tranquille, quoi. Il y a souvent des épreuves. Et je trouvais ça intéressant d'autoriser l'échec, en fait. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos auteurs? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont venues, quelque chose que... Moi j'ai une question technique. Allez. Charlotte, à combien de langues vous avez échangé avec vos interlocuteurs? Alors moi je parle anglais, espagnol, français, couramment. Et après ce que j'expliquais, c'est que j'apprends quelques mots de politesse dans chaque langue. Donc le balinais qui est différent de l'indonésien. Ça je ne savais pas, donc j'ai appris l'indonésien avant d'y aller pour me rendre compte qu'en fait sur Bali ils ne parlent pas l'indonésien, ils comprennent un peu, mais l'hindi, le tibétain, voilà, je sais dire bonjour, merci, les marques de respect, là-bas on dit là à la fin de la sera Brigitte là. Les interlocuteurs parlent en anglais, non? Oui, et anglais ou espagnol à chaque fois, ou quand il n'y en avait pas, parce qu'il y a certains chamans à Bali où il y avait des grands-mères qui parlaient que balinaises, elles font venir un enfant ou un ado qui va traduire. Donc du coup, le conte repasse par quand même beaucoup d'intermédiaires. Donc après, moi, j'ai un travail de recherche historique quand je rentre à la maison. Il y a des perditions. Il y a toujours. Mais c'est pour ça que je vais croiser différentes sources après. Et par exemple, pour Bali, c'est assez facile parce qu'ils ont les théâtres de marionnettes. Vous voyez, ces marionnettes en peau de buffle en ombre chinoise. Et du coup, le théâtre est écrit. Alors j'ai trouvé très peu d'écrits en anglais, parce que tout est écrit en indonésien. Mais grâce à 3-4 pièces de théâtre anglais qui récupéraient la même chose, j'ai pu refaire mon fil et comparer. Mais moi, je ne parle pas les langues vraiment des autochtones, quoi. Je parle anglais et l'espagnol. Ce qui sert quand même à se débrouiller pas mal à travers le monde. Ouais. Vous n'avez pas essayé les traductions, des outils d'intelligence Alors non, déjà, il n'y avait pas quand je faisais, et puis les seules fois où à Bali j'enregistrais, je leur disais, mais je cachais le téléphone. En fait, c'est des gens, s'ils voient qu'il y a un truc technologique qui les prend plutôt un coup sur deux dans leur croyance, ça capte leur âme, ils ne veulent pas. Donc j'évite d'arriver avec mes gros sabots Et je préfère passer par un enfant que, là-bas j'ai l'exemple en tête de cette grand-mère qui avait les seins nus, qui faisait des feuilles de Pâques toute la journée, et c'est elle qui a choisi l'enfant parmi tous les petits-enfants qu'il y avait, qui allait traduire l'histoire, et du coup lui il arrive, il est fier comme un pape. Alors on ne sait jamais trop ce qu'il traduit ou pas, mais c'est pas grave puisqu'on recoupe, et après je vais demander à d'autres personnes de me raconter les mêmes histoires pour moi faire mon travail de recherche derrière. Et c'est combien d'interlocuteurs qui nous ont raconté? Alors au Tibet c'était un interlocuteur, un moine qui avait sélectionné les contes, c'est le seul que j'ai pas récolté de manière orale.
Sur Ande, c'est un conteur péruvien qui compte dans la rue et dans les écoles à plus de 3000 mètres d'altitude. Et en fait, il se filmait et lui, il m'envoyait ses spectacles dans la rue. Et donc, il me les a envoyés 4-5 fois chaque spectacle, parce que c'est jamais pareil. En espagnol? En espagnol, oui. Et pour Bali, Bali, ça a été plus compliqué parce qu'il a fallu qu'on parle à peut-être une, je sais pas, cinquantaine de personnes pour récolter 5 contes valables. Parce qu'entre ceux qui ne savent pas, ceux qui oublient, ceux qui n'ont pas les mêmes spécificités culturelles. Mais donc ça a été le plus compliqué pour récupérer les contes. Et puis ils avaient moins envie de parler aussi. Est-ce que ça ne ferait pas partie de leur intime, justement, à Bali, le fait de livrer des contes? C'était moins facile. Autant en Inde et au Pérou, ils vous accueillent sur un plateau pour vous donner leur culture. À Bali, c'était plus compliqué. Il y avait l'idée de piller. Il m'a fallu 3 semaines avant que je trouve la première personne sur place qui accepte de me parler. Parce qu'il me disait, en fait, clairement, il me disait, t'as pas assez d'argent pour acheter une rizière et construire une maison, donc tu viens voler mon compte. Ah oui. Et ouais, c'était très compliqué de leur dire, maintenant, nous, on travaille avec des assos, on va reverser de l'argent par livre sur des assos qui aident à la culture. Et c'était pas évident, il y avait vraiment un truc de, c'est un peu notre dernier joyau qui nous reste, est-ce qu'on te le donne à toi, européenne ou pas? Et heureusement que j'avais ma fille, c'est ça qui nous a ouvert beaucoup de portes, et j'ai changé d'approche, j'ai dit aux familles, écoute, je viens vivre chez toi, est-ce que tu m'accueilles? Je parlais plus des comptes. Et en fait, c'est en étant chez eux on parlait avec la mamita et petit à petit, ils ont accepté. Donc ça dépend des cultures. Mais c'était fascinant d'avoir tous ces gens-là autour. Puis c'est un vrai travail d'enquête. Et Brigitte, quand tu as dit que les enfants aiment souvent entendre le même conte, oui. Moi quand j'étais petite, pendant des jours et des jours, ouais. J'ai demandé à mon père la chef de M. Seguet. Ah oui, tous les soirs, c'est des rats. Et tous les soirs, j'avais droit. C'est parce qu'il y avait une question que le conte te posait, tu n'arrivais pas à... Ah, je ne sais pas du tout. Et t'as arrêté un jour. Mais il y avait quelque chose qui te fascinait dans ce conte. Certainement. Après, Ah ouais. Quand je rencontrais mon mari, ça sent même pire. Je me suis... Mais tu sais, il y a une intensité dans la chef de Monsieur Seguin, c'est ultra puissant. Et c'est peut-être ça que il y a l'angoisse de mort latente, et puis oui, ça va jusqu'au bout. Ah oui, puis dès le début, on sait comment ça finit. Et on espère toujours que ça va. Peut-être que ça va. Un jour que la fin ne sera pas la même. C'est pas ça du tout. Moi, je suis pas devant la télé le soir et ça me rend à la fin. Ça pourrait être une histoire qui nous a impressionnés, qui a laissé vraiment une trace. Mais après, je ne sais pas dire pourquoi. C'est après mon père qui me disait, ah non, il fallait te raconter ça tous les soirs je te raconte ça maintenant. Tu veux faire des rêves. Je n'ose pas dire combien d'années on a fait. Ça dépend de l'âge que tu avais quand tu l'as raconté la première fois. Tu vois, après, je ne me rappelle pas. Simplement, je me rappelle que j'avais droit à ça tous les soirs. Que je demandais. Ok. Voilà. Parce que parfois, des contes, c'est vrai que certains contes, alors je ne sais pas, je ne vais pas parler pour le Tibet ou pour cette culture-là, mais je sais qu'il y a des contes qu'on ne peut pas raconter à des enfants trop tôt. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est effractant. Et le gamin n'aura pas suffisamment de moyens pour faire face à ce qu'il va entendre. Et donc il fera, je veux savoir encore, je veux encore, parce que je ne comprends pas. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je te pose la question. Il y a une question qui n'arrivait pas à... Et je ne pourrais pas avoir la réponse. Ça alors. Est-ce qu'il y a... J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Je suis partie sans du centre aussi. 3h20. Voilà, c'est bien. Il y a d'autres questions? Charlotte, tu en as un autre en préparation ou pas? Eh bien, alors là, on aimerait bien, puis ça nous met sur la route, on voudrait partir au Maroc pour aller chercher des contes marocains. Et on n'arrête pas de rencontrer des gens dont c'est un peu le métier. Moi, j'en ai plein, j'y suis allée là cette année. Il y avait plein de personnes qui travaillaient sur les comptes qui m'ont dit attends, je vais aller te les chercher. Tu vois, ça arrive tout ça. Mais voilà, on a quand même cette envie d'aller le récolter à l'oral parce qu'on a adoré ce travail-là à Bali. Et je pense pour ma fille, c'est aussi des belles expériences. Et moi, j'ai vécu 6 ans en Irlande et il y a une tradition, il y a une culture celtique. Tu sais, des géants, la chaussée des géants, des elfes, des léprechauns qui est hyper riche.
et que j'ai aussi très envie de retranscrire. Mais Charlie est moins fan de l'Irlande, lui il voudrait faire un Cédène. Donc là on est en débat parce que tout se fait à deux. Donc on a tranché pour le Maroc avant d'avoir à trancher pour un autre. Mais voilà, l'idée c'est d'en sortir un par un et de continuer en fait à montrer les spécificités et les points communs entre tous ces contes. Bon travail. Ouais. Et toutes les personnes qui sont là aiment les contes, les histoires. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien, hein, les histoires. Mais il y a une phrase que disait le Geshe Lagor, c'est l'interprète du Dalai Lama. Alors, j'ai écrit un autre livre plutôt sur le bouddhisme avec lui, mais il disait une phrase qui était géniale, parce qu'en fait le but du bouddhisme c'est de ne pas mentir, c'est un des objectifs, et donc c'est impossible de ne pas mentir, on est tout le temps en train d'exagérer, déjà là on a pu tous exagérer, voilà. Et donc le seul moyen de ne pas mentir c'est d'être dans le silence, mais c'est compliqué au quotidien. Et donc le Geshe disait en fait on est toutes et tous des conteurs. Au quotidien, quand on raconte une histoire, on va forcément, mais inconsciemment, embellir un truc, gommer un truc, pas parler de ça, mettre ça en avant pour que notre héros, qui est nous, la personne dont on parle, vive cette chaîne initiatique. Et en fait, tous les contes, on vit dans un conte, on crée des contes en permanence. Et je trouvais ça super intéressant de remettre ça en... Alors moi, je vais aller chercher ceux qui existent, toi, tu les écris. Mais n'importe quelle histoire racontée, échangée autour d'une table se transforme en conte initiatique très rapidement, quoi. Et c'est beau de se dire qu'on est tous des conteuses et des conteurs. Quelle expérience. Ouais, c'est sûr. C'est bien, merci. Merci à vous. Mais merci à vous. Bon, Si on avait fait en silence, Corinne n'aurait pas été contente. Ça, ce serait plus en de débat. Voilà.